Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission Santé Plus qui sera consacrée aujourd'hui au sujet du diabète. Le diabète, comprendre et prévenir le diabète. Selon les projections de santé publique, 41 millions de personnes seront diabétiques en 2045 sur le continent africain. C'est une menace, mais c'est aussi une maladie qu'on peut prévenir, qu'on peut non pas guérir, mais on peut vivre avec. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Jean-François Thébault, qui est vice-président de la Fédération française des diabétiques. Docteur Thébault, vous êtes aussi cardiologue et vous êtes aussi diabétique. Quel est le rôle de la fédération que vous présidez? Donc vous êtes vice-président. Alors, la fédération a été créée il y a plus de 80 ans, 83 ans maintenant. Elle avait comme objectif de donner l'accès à l'insuline à tous les patients diabétiques, notamment diabétiques de type 1. C'était 17 ans après la découverte de l'insuline. Depuis, bien sûr, les traitements ont changé. Le diabète de type 2 est devenu quelque chose de prédominant dans notre pays du fait de modifications des modes de vie. Et la fédération, donc, a un manifeste et a des engagements vis-à-vis des patients. Le premier engagement, c'est l'accompagnement des patients, le soutien psychologique des patients, le soutien auprès des médecins traitants, c'est l'information des patients sur les traitements qu'il peut y avoir, mais surtout le fond du mécanisme de ce qu'on voudrait mettre en place, c'est l'autonomisation des patients. Le diabète est une maladie chronique qui va durer toute la vie des patients et qui nécessite, pour qu'elle soit le mieux vécue possible, que chacun des patients comprenne, puisse se prendre en charge lui-même en toute autonomie sans être trop dépendant d'un système de santé qui pourtant n'est pas si mal que ça chez nous. Alors il existe deux types de diabète, pouvez-vous nous les décrire? Ah oui, alors ce sont deux maladies qu'on appelle du même nom, mais qui sont en fait très différentes. Même si les traitements, in fine, sont les mêmes, c'est-à-dire d'apporter des médicaments qui vont faire baisser le taux de sucre dans le sang, puisque le primum movens de cette maladie, c'est la même chose, c'est trop de sucre dans le sang qui abîme les cellules, et en particulier les cellules des petits vaisseaux. Le diabète de type 1, qui est beaucoup plus rare, en France, c'est 6% de la population des patients diabétiques. En France, il y a environ 3 700 000 personnes qui sont diabétiques. Puis 800 000 qui ne se savent pas diabétiques ou qui sont prédiabétiques. Donc il y a 6% de ces 3,7 millions qui sont diabétiques de type 1. Le diabète est arrivé dans l'enfance, parfois très tôt, dès les tout premières années, parfois chez les bébés, parfois un peu plus tardivement chez les jeunes adultes. Et c'est un mécanisme immunologique qui fait que l'insuline qui est produite est inefficace et elle est détruite en quelque sorte par des auto-anticorps du patient lui-même. Le seul traitement possible, c'est de rapporter une insuline sous forme exogène, c'est-à-dire en forme de piqûre. Et ça, pour toute la vie. Et il n'y a aucun autre traitement. Et dans l'état actuel de choses, il n'y a pas de guérison possible. On y travaille beaucoup pour essayer de trouver des solutions. Il y en aura sûrement dans l'avenir, mais aujourd'hui, le seul traitement, c'est la substitution. Pour prendre le cas, pardon de vous interrompre, mais pour prendre le cas par exemple de l'Afrique, comment se fait-il que le nombre de diabétiques croisse de façon si importante? Alors en Afrique, il y a deux types de diabète qui croissent progressivement. Il y a les diabètes de type 1 et les diabètes de type 2. Pour les diabètes de type 1, ça croît parce qu'on les repère. Parce que très souvent, les enfants mouraient, et mouraient très jeunes, et ils mouraient dans des états de coma. Et il peut y avoir un non-diagnostic, parce qu'on peut confondre la maladie avec une crise de palu, avec une méningite bactérienne. Donc il faut faire le diagnostic. Et donc l'une des raisons pour lesquelles le taux de diabétique de type 1 semble augmenter, c'est qu'on fait les diagnostics maintenant et qu'on peut traiter les enfants quand il y a de l'insuline. S'il n'y a pas d'insuline disponible, et c'est souvent le cas malheureusement dans des villages éloignés, l'enfant va malheureusement décéder. En revanche, le diabète de type 2, c'est un diabète qui atteint la deuxième partie de la vie. La moyenne d'âge des patients diabétiques de type 2, c'est au-delà de 65 ans, 69 ans. C'est un diabète de la civilisation moderne qui est dû au mode de vie, l'absence d'activité physique, une suralimentation essentiellement. Fast food? Fast food, bien sûr, mais pas seulement. Nous mangeons beaucoup plus que nous n'avons besoin et que nos ancêtres avant. Pas que le sucre, donc. Il y a pas, alors, chez le diabétique de type 2, il n'y a pas que le sucre. Tout ce qu'on mange, toutes les calories qu'on mange vont finir en sucre.
Donc que ce soit les aliments aussi bien gras, aussi bien même trop protéinés, l'alcool, tous les aliments qu'on mange vont finir par être métabolisés par notre usine formidable qui s'appelle le foie et qui fabrique du sucre, ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Et pour un diabétique de type 2, contrairement au diabétique de type 1, diabétique de type 2, tout ce qu'il va manger va finir par être transformé en sucre. Donc la seule solution, c'est une restriction d'apport calorique et une augmentation de la consommation de sucre, notamment par les muscles, notamment par l'activité physique. Alors, on l'a compris, diabète de type 1 plutôt dans l'enfance ou à l'adolescence, c'est en tout cas là où on le diagnostique le plus souvent. Ensuite, le diabète de type 2 dit le diabète de type gras, qui est lié à nos comportements et à nos modes de vie. Alors, cher docteur, comment peut-on prévenir ce diabète, puisque c'est une maladie silencieuse, et quelles sont les étapes de pré-diabète et puis de diagnostic où, en fait, c'est déjà trop tard? Si je voulais parler d'or, et idéalement, il faut commencer tout de suite, c'est-à-dire dès la plus petite enfance, notamment dans nos pays occidentaux, mais maintenant aussi dans d'autres pays, en faisant en sorte que les enfants aient une alimentation adaptée, supprimer tous les produits industrialisés sucrés, ce qu'on appelle la malbouffe, et les faire redescendre dans la cour pour jouer au football avec les petits camarades. Et ne pas rester assis devant des tablettes ou la télévision. C'est ça la base de la prévention. Mais quand on fait ça, on ne prévient pas seulement le diabète, on prévient aussi les maladies cardiovasculaires, on prévient aussi l'hypertension, on prévient aussi les cancers et on prévient aussi les maladies neurodégénératives. Donc c'est vraiment un ensemble. Quand nous prêchons pour ça, la Fédération française des diabétiques, on prêche aussi pour les autres. Bon. Après, une fois les mauvaises habitudes prises, on va dire, dans l'enfance, eh bien, il faut de l'information des jeunes adultes, moins d'alcool, moins d'alimentation riche, plus d'activité physique, progressivement. Et également, ça va durer progressivement. Le drame du diabète de type 2, c'est qu'il est totalement insidieux. C'est-à-dire que progressivement, les cellules pancréatiques vont s'abîmer, produire moins d'insuline, du fait qu'il y a une surcharge de sucre en permanence, une surcharge d'aliments qui vont finir par donner du sucre et qui vont faire qu'à un certain moment, un déséquilibre va devenir apparent alors qu'il était totalement silencieux auparavant. On a des signaux d'alerte, c'est les prises de sang. On peut voir sur la prise de sang, et il n'y a que la prise de sang qui permet de savoir si on a une glycémie un peu trop élevée, on est dans un état prédiabétique, avec une glycémie en dessous de 1,25, 1,24, au-dessus de 1 gramme, 1,10 g en gros, on sait qu'on est dans un état prédiabétique. À ce stade-là, le diabète est réversible. C'est-à-dire que si on met en place toutes les mesures, entre parenthèses, hygiéno-diététiques, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire activité physique, restriction calorique alimentaire et restriction glucidique, bien entendu, à ce moment-là, ça peut être réversible et ne pas nécessiter l'adjonction d'un traitement. Si on ne fait rien à ce moment-là, progressivement, les taux de sucre vont monter. Les facteurs qui permettent de mesurer, comme chez nous, c'est l'hémoglobine glyquée, qui est un facteur qui le montre. Au-dessus de 6, on sent que ça commence à sentir le roussi. Au-dessus de 7, on est franchement diabétique. Eh bien, il faudra mettre des traitements. Et on va commencer une escalade thérapeutique, d'abord avec un médicament par la bouche, puis progressivement, si le diabète ne se stabilise pas ou si l'alimentation et l'exercice physique n'est pas suffisant, rajouter un deuxième médicament, voire un troisième médicament, puis éventuellement, si ça s'aggrave, passer à des médicaments qui sont par piqûre avant l'insuline. Et in fine, si vraiment le diabète s'aggrave, et parfois la personne n'y peut rien parce qu'elle a, on va dire, un méchant diabète, le diabète est méchant chez elle, et malgré ses traitements, il va terminer sous insuline, comme les diabétiques de type 1. Donc, si j'ai bien compris, pas de bonbons pour les enfants, pas de dessert pour les adultes. Pourquoi ne pas empêcher l'industrie, justement, alimentaire, de produire ces quantités industrielles, c'est le cas de le dire, de bonbons? Quand vous allez dans le supermarché, à la caisse, vous avez des tonnes de bonbons qui sont là, mis exprès pour que les enfants qui passent les attrapent. Il n'y a pas de possibilité de réglementer tout ça? On essaye de réglementer, mais il y a une liberté commerciale et concurrentielle en France et en Europe qui n'a pu être réellement mise en œuvre que sur le tabac et sur l'alcool, où il y a des règles qui d'ailleurs sont souvent
de plus en plus détourné, mais il y a des règles drastiques qui avaient été mises pour éviter ça. C'est le combat de la Fédération française des diabétiques et de bien d'autres associations comme France Asso Santé, la représentation des associations, que d'essayer d'obtenir une législation plus contraignante. Sachez que 88% des publicités sur ce type d'aliments dont vous parlez, McDonald's, Coca-Cola, les bars différentes, Nutella, ont lieu pendant les heures d'écoute des programmes d'enfants sur la télévision publique et privée. Voilà, qui sont des heures où la publicité est autorisée. Alors, les chaînes publiques se sont engagées à ne plus en mettre, mais nous avons essayé d'obtenir dans les différentes lois qui sont passées, on pense à la loi sur l'audiovisuel l'année dernière, actuellement la loi sur le climat et la Convention citoyenne, on essaye désespérément à chaque fois d'inscrire des amendements qui soient un petit peu contraignants, mais malheureusement les lobbies à la fois de l'industrie agroalimentaire et il faut le dire aussi des médias audiovisuels empêchent que ça se fasse parce que ça représente une source de publicité qui ne peut pas être compensée par d'autres choses, des taxes par exemple. Donc nous souhaiterions à minima qu'il y ait une imposition du code barre, du Nutri-Score, voilà, sur les publicités pour montrer. Parce que ces publicités dont je vous parle, ils sont tous D ou E, hein, tout ce qui fait la pub. On voudrait qu'on puisse privilégier les aliments qui ont un code A ou B et que les autres aient soit une taxe, soit un cotage. Mais il faudrait qu'il y ait des mesures contraignantes qui aujourd'hui ne sont malheureusement pas à l'ordre du jour, même si ça faisait partie des propositions de la Convention citoyenne. Alors vous l'aurez compris, prévenir le diabète, c'est d'abord de l'éducation à la santé, pour soi bien sûr, pour son conjoint, pour ses frères et sœurs, mais aussi pour ses enfants. Alors il faut résister à la tentation, mais ne pas introduire peut-être de ketchup, de bonbons, comme l'a dit Bernard. Il y a quand même des règles simples. La Fédération française des diabétiques est très proche de ses patients. Vous développez de nombreuses actions d'information. Quelles sont les actions est-ce que vous pouvez nous en citer 2 ou 3 et quelles seraient celles qui seraient transférables dans d'autres pays ? Je voulais insister sur un point aussi, sur la différence de législation et des produits qu'on peut trouver entre l'Europe et l'Afrique. Et la richesse des produits qui sont vendus en Afrique est encore pire. Les produits sont encore plus sucrés. En sucre. Les bonbons sont encore plus sucrés. Les pots de Nutella sont encore plus gros, Nutella ou compagnie. C'est la même chose qu'avec les cigarettes. Les cigarettes vendues sur le continent africain sont encore plus dosées en nicotine et autres produits pour être plus addictives. Et ça, c'est un vrai scandale. Ouais. Parce qu'on profite de la méconnaissance et de l'absence de juridiction pour réellement rendre les enfants et puis les adultes addicts au sucre. On devient addict au sucre comme on est addict au tabac ou à l'alcool. C'est les systèmes cérébraux de la satisfaction du plaisir sur le sucre sont extrêmement prégnants. Il vaut mieux manger gras que sucré ? Non, il ne faut pas manger gras, il faut manger sain. Voilà. Il faut manger des légumes, des fruits, en évitant les fruits trop sucrés. Mais encore une fois, quand on n'est pas diabétique, les fruits, c'est très bon si on fait une activité physique. Le gras, il y a du bon gras et du mauvais gras. Voilà. Les gras qui ont des acides saturés, comme les graisses animales, sont cholestérogènes et peuvent donner de l'athérome, athérogène et de l'athérome. Mais il y a des graisses qui ne sont pas mauvaises en quantité raisonnable. Y a-t-il des pays où les habitants se nourrissent mieux que d'autres ? À côté, il y a des pays où les habitants se nourrissaient mieux que d'autres. Ah. Et on a un exemple inimaginable, par exemple, qui est une véritable étude épidémiologique de laboratoire, qui est chez les Indiens Pima, dans le sud des États-Unis, qui étaient des gens qui étaient tous, une population tous très, très mince, sans diabète, sans facteur de risque, qui avaient une alimentation traditionnelle de chasseurs-cueilleurs, on va dire. Et puis, ils ont été mis dans une réserve, comme beaucoup d'Indiens amérindiens là-bas. Ils ont adopté l'alimentation américaine et ils sont tous devenus totalement énormes et diabétiques, d'un diabète terrible. Ouais. Et on a le même cas, par exemple, à Tahiti,
ou à Tahiti, les populations, quand on voit les images d'avant, les Tahitiens, les Tahitiennes de Gauguin étaient minces, ben, ils mangeaient du poisson, des fruits, ils nageaient, ils faisaient beaucoup d'exercices. Et maintenant, avec l'alimentation actuelle, eh ben, l'obésité est devenue un véritable fléau. Et ça guette l'Afrique. Ça guette l'Afrique, notamment à cause de l'urbanisation. Elle double chaque année, l'urbanisation. C'est-à-dire que si les gens sont dans les villes, bah, ils ne marchent plus, ils ne vont plus au champ, ils ne font plus les distances comme avant à pied, ils ont beaucoup moins d'exercice et l'alimentation change. Il y a une alimentation industrialisée sur les marchés, on ne trouve plus les fruits, mais on trouve des produits importés dont on parlait tout à l'heure. Et à la fois le fait de ne plus faire d'activité physique comme ils le faisaient avant de par leur mode de vie et de changer son alimentation, ça montre que ça change de vie, ça accroît considérablement. 400 millions de personnes diabétiques sont prévues. Vous disiez 41 millions en Afrique, mais on prévoit au niveau mondial 400 millions de personnes diabétiques dans les années à venir si on n'inverse pas. Et paradoxalement, c'est plutôt dans les pays développés que ce mouvement s'inverse. Pour la première fois en France, sur les 3 dernières années, l'Agence Santé publique France a montré qu'il y avait une stabilisation de l'apparition du diabète de type 2, la prévalence, j'espère, je ne sais pas si ce n'est pas un accident, on espère que ça va poursuivre, alors que le diabète de type 1 continue d'augmenter, puisqu'on est sur un taux de pourcentage d'augmentation de 4% par an, ce qui est très vraisemblablement dû à tout ce qu'on peut évoquer, qui est à la fois l'épigénétique, facteur épigénétique, et sans doute très vraisemblablement l'influence des perturbateurs endocriniens qu'on est en train d'essayer de mettre en évidence. Alors cette maladie, elle devient une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on est obligé de vivre avec cette maladie une fois qu'elle est diagnostiquée. Vous développez de nombreuses actions d'information notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous dites à vos patients, par exemple ? Comment bien vivre avec un diabète, que ce soit un diabète de type 1 ou un diabète de type 2 ? Alors, une maladie chronique, par définition, maintenant, c'est long. Ça dure la vie. Vous savez, avant, les maladies chroniques, ça ne durait pas très longtemps parce qu'on finissait par en mourir assez rapidement. Donc, le comportement doit changer parce qu'il faut s'habituer à vivre avec sa maladie. Prendre ses comprimés, ses piqûres tous les jours. Donc, ça nécessite un accompagnement important. L'annonce d'une maladie chronique à un patient, je ne veux pas dire, Dieu m'en garde, que c'est aussi grave que l'annonce d'un cancer, mais c'est une annonce qui souvent perturbe beaucoup les gens parce qu'ils vont remettre en question leur projet de vie. L'annonce d'un diabète de type 1 chez un jeune, c'est dramatique parce qu'il y a un certain nombre de métiers qui vont lui être interdits, il y a un certain nombre de choses qu'il ne vont pas pouvoir faire, même si en fait, on le voit, on a une championne du monde qui est de karaté, qui va aller à Tokyo, Alizé Allier, et qui est diabétique de type 1 depuis toute petite. Donc on a des marathoniens qui sont diabétiques de type 1. Bon, mais c'est des gens qui se prennent en charge, qui se connaissent. Mais pour beaucoup, l'annonce d'une maladie chronique, fût-elle de diabétique de type 2, c'est une sanction qui remet en cause son individualité. Ça va le toucher très profondément. Il y a besoin d'un accompagnement et surtout pas de déni. Et la plupart du temps, les patients passent au départ par une phase de déni. Bon, ça va passer avec un petit comprimé, etc. Alors qu'en fait, il faut vraiment apprendre à vivre avec. Et ça, c'est la mission de la fédération, d'essayer d'accompagner au maximum les patients pour les rendre autonomes et leur proposer les meilleures solutions. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on a beaucoup d'actions de prévention. Alors l'action de la prévention primaire, c'est-à-dire éviter que ça survienne avant que la maladie n'arrive. Donc, c'est surveiller son poids. C'est surveiller son poids, l'alimentation, faire passer le message aux enfants, aller dans des écoles, aller dans des entreprises. Malheureusement, on le fait pas suffisamment, mais on le fait. Et puis, on a développé un programme de prévention auprès de la précarité. C'est-à-dire qu'on développe auprès des associations caritatives, comme les Restos du Cœur, comme les Petits Frères des Pauvres, comme les banques alimentaires, justement parce que quand vous voyez les personnes qui vont chercher leur panier dans les banques alimentaires, on leur donne quoi ? Des nouilles, du riz, des pommes de terre, tout un tas d'aliments qui sont
entre guillemets, pas forcément bon, pas forcément. Et pour les enfants, on leur donne des sucreries, c'est normal, c'est une compensation. D'ailleurs, s'il y a beaucoup plus de diabète et d'obésité dans les populations qui ont des déterminants sociaux bas, c'est aussi une forme de compensation. La maman et les papas qui ne peuvent pas acheter des jouets chers, des tablettes, etc., dans le supermarché, vont compenser avec des barres chocolatées, avec des bonbons, etc. C'est une forme de compensation. Donc on essaye d'avoir cette prévention primaire pour essayer de mieux équilibrer les repas qui vont être donnés à tous les gens qui viennent les chercher. Et puis on a des campagnes de prévention secondaire qui sont en fait des campagnes de dépistage. C'est-à-dire, on distribue des tests simples, hein, qui sont en 8 questions, ou 9 questions. Il y en a une qui s'appelle... L'auto-questionnaire, le FINRISK, qui a été mis au point en Finlande. C'est pour ça qu'on l'appelle le FINRISK, finlandais RISK. En 8 questions, ça vous permet de vous dire, est-ce que je suis à risque de diabète ou pas? Voilà. Et si votre score est élevé, au-dessus de 10, 12, la sanction, c'est aller voir son médecin généraliste pour se faire une prise de sang, parce que la seule chose à faire, c'est faire une prise de sang pour voir où on en est. Voilà. Si elle est un peu élevée, eh ben on contrôlera 2-3 mois après et on mettra en place les mesures qu'il faut. Si elle n'est pas élevée, bon, c'est bien. Et on a couplé maintenant cette année, et ça avec le risque d'hypertension, parce que l'hypertension artérielle et diabète, c'est vraiment le couple qui tue. Hein, 30% des hypertendus sont diabétiques, et dans certains pays, comme par exemple au Maghreb, en Tunisie, 80% des diabétiques sont hypertendus. Vous voyez, c'est vraiment des maladies intriquées, parce que c'est 2 maladies qui sont les mêmes causes et les mêmes effets. Donc il y a également un test qui s'appelle dépistage TA, et si vous avez les mêmes scores péjoratifs, il faut aller faire une automesure, faire prendre sa tension artérielle dans des conditions. Ça, c'est les mesures de prévention secondaires. Et puis enfin, on a des mesures de prévention tertiaire, c'est-à-dire une fois que le diabète est là, pour éviter que les complications n'arrivent. Oui. Complications cardiovasculaires, complications ophtalmologiques, aller chez l'ophtalmo pour avoir un front d'œil, complications podologiques, c'est-à-dire les plaies au niveau du pied. Ça commence par dépister. La cause, c'est la neuropathie. Parce que les nerfs étant atteints, il n'y a plus de douleur au pied. Et les patients ne sentent pas la plaie. Et en Afrique, c'est un problème très très particulier, notamment parce que beaucoup de gens marchent nu-pieds. Et donc, ceux qui sont diabétiques et qui ont une neuropathie ne vont pas sentir qu'il y a une plaie. Et les plaies peuvent être horribles et aboutir à l'amputation, avec des infections et des septicémies. En France, on a 9000 amputations par an uniquement sur le pied diabétique. Des gens, la plupart c'est des précaires, des gens qui sont âgés, etc. Mais ils ne sentent pas la plaie, donc il faut que le médecin ou quelqu'un retire la chaussette et les chaussures pour voir comment est le pied, parce que le patient, au sens propre du terme, ne sent pas la douleur. Voilà, la douleur. Et puis les complications rénales, par une analyse d'urine, c'est la première cause de dialyse en France, hein, le diabète, et bien entendu les complications cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, tout ça doit être traité et par un traitement approprié qu'on adjoint au traitement classique du diabète. Mais alors quel est le coût du diabète pour la société? En France? Oui. Alors, le coût pour la société, le coût global qu'on estime, c'est de 25 milliards d'euros par an en France, mais complications comprises. Le coût du diabète, du traitement du diabète, il est estimé à peu près à 5 fois moins cher, c'est-à-dire aux alentours de 5 à 7 milliards d'euros, qui sont essentiellement le coût des médicaments, des hospitalisations. C'est l'hospitalisation qui coûte cher, des médicaments et des différents traitements ou des visites médicales. Mais c'est des traitements qui peuvent rapporter gros, parce que quand on évite les complications, ça rapporte beaucoup à la collectivité. Et donc, et par personne et par mois, grosso modo? Alors ça dépend s'il y a hospitalisation ou pas. La moyenne, c'est 2 000 euros par an, mais... Par an. Oui, par an. Par an et par patient, mais si une personne est hospitalisée, ça va monter très vite à 6 000, 7 000, 8 000 euros. C'est-à-dire donc que dans de nombreux pays, il n'y a pas les moyens budgétaires pour soigner ces gens. Alors, c'est un très gros problème, d'autant que le prix des médicaments n'est pas le même suivant les pays.
Par exemple... Ne me dites pas qu'il est plus cher dans les pays pauvres que... Si, parce que c'est moins régulé. Le pays où c'est le plus cher, si je prends l'insuline par exemple, le pays où c'est le plus cher, l'insuline, c'est les États-Unis. Elle est 10 fois plus chère, 5 fois plus chère qu'en Europe. En Europe, il y a 2 types d'insuline. Il y a l'insuline basale et puis il y a des insulines un peu plus sophistiquées. Le prix a été régulé en Europe. En Allemagne, c'est pratiquement le même prix. En France, les insulines plus sophistiquées sont un peu moins de 2 fois plus chères que les insulines standards. Aux États-Unis, c'est 10 fois plus cher. Donc vous voyez qu'avec le système nord-américain, où tout le monde n'est pas couvert, il y a plein de gens qui ne peuvent pas s'acheter l'insuline. Et qui ne peuvent pas. Et il y a eu une émission à la télévision qui est passée, française, qui est passée sur ce sujet. C'est un vrai problème aux États-Unis de prise en charge. Mais les prix ne sont pas régulés aussi dans les autres pays. Si bien que, même si le prix était le prix français, c'est-à-dire quand même en France, c'est inaccessible pour énormément de gens dans les autres pays. Sans compter qu'il y a d'autres facteurs. Il faut que l'insuline soit conservée au frais. Donc il faut avoir un frigidaire, il faut avoir une glacière. Donc ça implique que toute une chaîne, si vous voulez, qui fait qu'un certain nombre de personnes vont se trouver en Afrique exclues de ce traitement-là, outre le prix. Mais c'est vrai qu'il y a nous avons signé à la Fédération un engagement, une charte auprès de l'OMS, justement pour qu'il y ait une accessibilité du prix à l'insuline dans tous les pays du monde, parce que c'est un vrai scandale, on peut le dire, qu'il n'y ait pas d'accès à ces médicaments-là, qui sont des médicaments de première nécessité, comme ça pourrait l'être pour, par exemple, les vaccins. Il y a des chartes qui se font pour l'accès aux vaccins, etc. COVAX, je crois, ça s'appelle. Et il faut qu'il y ait la même chose qui se passe pour l'insuline. Les autres médicaments oraux, il y en a qui sont vraiment pas chers. 3 € par mois pour une boîte, voilà, ce qui sont des prix abordables. Je vous interromps là car nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie, Dr Jean-François Thébault, d'avoir été notre invité. Agnès, vous avez peut-être une phrase à rajouter pour terminer ? Eh bien, il faut être unis et surtout bien s'informer. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'information sur les sites d'ONG et sur la Fédération française des diabétiques pour essayer de prévenir cette maladie avant qu'elle ne vous rattrape. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur. Merci.